Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Le Togo organise des élections locales le 30 juin prochain. Petit scrutin, grands enjeux. C'est le thème du jour avec deux invités. Je vous les présente. Kodjovi Obenton. Bonjour, docteur Ton. Bonjour, Monsieur Gilles, et bonjour à tous les téléspectateurs, et bonjour à tous les membres du mouvement Nouvelle Vision, bonjour à toute la nation togolaise. Nouvelle Vision dont vous êtes le président. Une vision, est-ce qu'elle est toujours nouvelle? Parce que ça fait 2-3 ans que vous parlez de Nouvelle Vision. Oui, 2 ou 3 ans de Nouvelle Vision. Oui, la vision, vous savez, ce n'est pas, un point à appui de bouton. La vision, c'est une planification lointaine qui a des perspectives, qui a des procédures pour y atteindre. Donc, depuis 2 ans, nous disons, nous parlons de la Nouvelle Vision. Et c'est une vision que nous construisions ensemble. C'est une vision que nous partageons avec toute la nation togolaise. Et c'est une vision qui prend corps déjà. Vous êtes togolais, de la diaspora togolaise aux États-Unis, on va dire, parce que vous passez plus de temps au pays de l'oncle Sam. Pourquoi vous ne voulez pas vivre tranquillement aux États-Unis? Pourquoi voulez-vous mettre pied dans le bourbier togolais? C'est une question très pertinente. Je dirais que j'étais aux États-Unis, mais aujourd'hui, je suis définitivement revenu au pays. Ah bon? Vivre avec mes siens, partager mes expériences et rentrer dans la lutte et aider ma génération à pouvoir sortir de sa situation misérable, aider ma génération à pouvoir jouir des ressources de sa terre et puis des compétences de ces ressources naturelles et ressources humaines. Aujourd'hui, je dis toujours qu'il y a une différence entre une ambition et une mission. Et quand la mission t'appelle, il n'y a rien d'autre à faire que de pouvoir accepter l'appel qui est sur ta vie. Donc, revenir au Togo et vivre définitivement pour moi n'est pas au fait un sacerdoce comme certains le disent. C'est une mission que j'accomplis, je l'accomplis avec toute gaieté et avec toute assurance. Merci. On aura l'occasion de creuser davantage votre vision et vos objectifs à court et à long terme. Avec vous, Aoku Nador. Monsieur Nador, bonjour. Bonjour. Monsieur Nador, ancien étudiant bouillant, vous avez fait la pluie et le beau temps sur le campus universitaire. Mais depuis un moment, vous êtes au comité d'action pour le renouveau, dont vous êtes le vice-président, un des vice-présidents, le parti des déshérités. Vraiment. Vous savez, comme vous venez de le dire, quand vous êtes d'une époque, il faut la marquer. Quand on était étudiant, on l'a marqué à notre façon. Et ensuite, nous sommes rentrés dans la vie politique togolaise. On est en train de la marquer aussi de notre façon donnée. Aujourd'hui, je suis le deuxième vice-président national du CAR et je suis également le porte-parole du parti. C'est une chose que nous assumons à notre façon. Et la politique au pays est très compliquée, mais parce que nous avons le sentiment que nous pouvons faire quelque chose pour que les choses évoluent. Et c'est pour ça que nous assumons ce rôle-là avec les compétences, les moyens, nos disponibilités que le Seigneur a laissé à notre disposition. Vous disiez tantôt que la politique dans votre pays est quelque peu compliquée. Qu'est-ce que vous mettez dans compliqué? Compliqué ou complexe? Difficile? Oui, vous savez, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas décrocher. Personne n'aime décrocher du pouvoir. C'est vrai, mais si on ne l'inscrit pas dans la logique normale des choses, c'est difficile. Et je dirais même que ce n'est pas bon. Parce que Dieu lui-même a conçu les choses de cette façon-là. Sinon, il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de fœtus, ensuite il n'y aura pas de bébé, il n'y aura pas de jeunes, d'adultes et de vieillards. Ça veut dire que la notion de changement, d'évolution est consubstantielle à l'homme, mais également à Dieu lui-même. Et c'est pour ça que si vous êtes une créature de Dieu et que vous ne l'acceptez pas, je crois que ça sera une sorte d'anachronisme et Dieu lui-même ne vous comprendrait pas. Est-ce que la faute ne vous revient pas, vous, parti de l'opposition, qui ne créez pas les conditions nécessaires ou ne vous donnez pas les moyens qu'il faut pour pouvoir réussir l'alternance?
Est-ce qu'il revient à ceux qui sont au pouvoir de dire à un moment donné, nous sommes fatigués, eh bien, venez prendre le pouvoir? Non, ce que vous dites là est vrai. Il ne leur revient pas, parce que la politique est définie sur un trépied. Hein. C'est une organisation pour prendre le pouvoir, ensuite le gérer dans l'intérêt des populations, mais aussi la conserver. Et la notion de conservation s'inscrit dans la définition même de la politique. Quand vous êtes au pouvoir, vous devez apprendre à le conserver. Mais vous devez, comme je l'ai dit tantôt, inscrire aussi dans votre compréhension, dans votre fonctionnement que en luttant pour conserver, en œuvrant pour conserver le pouvoir, eh bien, on peut à un moment donné ne pas bien faire le jeu et permettre à l'autre d'arriver. Mais si on se dit non par tous les moyens, on doit tout faire pour être là, parce que dans la notion de la définition de la politique... Tous les moyens? À tous les moyens, je vous dis les moyens financiers, humains, militaires et autres, pour être là à tout moment et faire en sorte que les autres n'arrivent jamais. C'est incompréhensible. Ben ça veut dire que tant que les autres mettront tous les moyens, vous n'arriverez jamais au pouvoir. Non, c'est pour ça qu'il nous revient en tant qu'homme, en tant que créature de Dieu, de faire usage de notre jugeote, de notre intelligence, d'innover, de prendre des initiatives qui mettent en difficulté ceux qui sont là aujourd'hui et qui penseraient que jamais ils sont plus intelligents que les autres et qu'on ne les mettrait jamais hors du pouvoir. Et je crois que peut-être que c'est ça qui nous manque au niveau de l'opposition, mais nous y travaillons. Un jour, nous allons trouver le bon bout. Vous ne mettez pas trop de temps dans cette opposition-là? Oui, naturellement, et c'est ce qu'on nous reproche des fois. Mais vous savez, déboulonner une dictature de 30 ans, ce n'est pas facile. Dictature? Qu'est-ce que vous appelez dictature? Oui, vous savez, l'organisation même... Votre président a été Premier ministre dans ce pays. Il a été Premier ministre dans une dictature. Ça veut dire qu'il a collaboré avec la dictature, lui aussi. Non, je ne dirais pas non. Mais ça aussi, ça participe d'une façon de faire comprendre à la dictature que vous devez inscrire dans votre dynamique la notion d'évolution, la notion de changement. Ce n'est qu'un exemple, et qu'on a une perche qu'on a tendue en ce moment-là. Vous comprenez naturellement que du côté du pouvoir, peut-être même du côté de l'opposition, que quand on ne comprend pas la chose de cette façon-là, on ne joue pas bien au jeu. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire qu'au Togo, le jeu politique, nous ne le jouons pas bien. De la même façon que le pouvoir ne le joue pas bien, nous aussi au niveau de l'opposition, nous ne le jouons pas souvent très bien. Et c'est pour ça que tous ceux qui aspirent au changement, tous ceux qui luttent, qui se donnent pour que les choses évoluent dans notre pays, des fois, ils sont découragés. Et quand ils sont découragés, ça avantage le pouvoir. Ça avantage le pouvoir. Peut-être que la suite du débat nous permettra de donner quelques exemples pour illustrer ce que nous verrons. Exactement, mais avant de revenir à notre sujet, peut-être, Dr Ton, vous avez un petit commentaire sur les difficultés de l'opposition à réaliser l'alternance? Non, d'abord, je vais rebondir à l'introduction de mon frère, mon frère Nador, qui parlait il a donné, je dirais, une citation qui dit: à chaque génération, en fait, il faudrait marquer la génération. Aujourd'hui, nous sommes plus que conscients qu'il y a une génération qui est en partance. Donc moi, c'est l'opportunité pour moi quand même de lancer l'appel à la génération dont je fais partie, à la jeune génération, de savoir que, comme l'a dit le frère Nador, que nous devons marquer notre génération. Et c'est à nous, jeunes, de prendre la relève et de partir du travail que nos aînés ont déjà fait pour pouvoir aller au-delà et faire de bonnes choses. Et quelque part également, il a parlé du fait que le pouvoir ne joue pas bien le rôle et l'opposition ne joue non plus le rôle qu'il doit jouer convenablement. Et ceci, c'était depuis dans notre analyse de début, où nous avons dit que la crise togolaise persiste à cause de la relation rigidement tendue qui existe entre ces deux blocs. Et malheureusement, cette relation n'a pas pour soubassement la finalité dont a besoin notre peuple. C'était un combat politique. Bon, je suis d'accord que dans tout pays, il y a les politiciens. Mais je ne suis pas d'accord si nous voulons changer toute la population en politiciens. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui souffre. Nous avons des mamans qui vont au marché et reviennent avec les marchandises sur la tête.
Nous avons des étudiants qui finissent, des jeunes qui finissent de leur formation, qui ont des diplômes, qui sont à la maison, au moment où certains ont 4 boulots, 4 fonctions. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons nos parents dans les champs qui continuent d'utiliser la houe pour pouvoir nourrir cette population grandissante. Donc, je souhaiterais quand même que nous puissions avoir l'émergence d'une nouvelle génération qui portera au cœur de sa revendication ces problèmes majeurs. Et quand nous porterons au cœur ces problèmes, ça fera que nous allons reconnaître que c'est ensemble que nous allons nous battre pour pouvoir satisfaire ces besoins de nos populations avant de nous lancer dans des combats politiques. Nos grands frères, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire, mais ils se sont lancés tellement et uniquement dans des combats politiques au point que toute la population togolaise est souffrante. Mais si la question politique n'est pas réglée, est-ce qu'on peut trouver réponse aux questions de développement, aux questions économiques, aux questions sociales que vous souhaitez? Bien sûr. Et le problème que nous avons au Togo, c'est que nous pensons que nous devons premièrement débloquer la politique pour pouvoir arriver au développement. Mais moi, je pense qu'à un niveau donné, quand la politique évolue et que la bonne foi n'est plus de cette politique, la misère constitue un instrument de renforcement de cette mauvaise politique. Aujourd'hui, c'est facile pour quelqu'un qui a de l'argent de devenir facilement président ou bien de se maintenir au pouvoir en donnant peut-être 15 000 à chaque famille, ou bien en disant aux jeunes qu'on a un programme de volontariat et pour 5 ans qui finit par des jeunes laissés à la maison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer quand les gens sont pauvres, ils sont manipulables. Donc moi je pense que nous devons transférer, nous devons essayer de changer tous ces acteurs politiques en acteurs de développement pour qu'on puisse quand même arriver à satisfaire le minimum de ce peuple, afin que tout citoyen qui aura peut-être pour mission de voter ou bien de dire quelque chose ou bien d'exercer une fonction puisse l'exercer en prenant en considération son éthique et non son ventre. Aujourd'hui, nous avons une population qui souffre et qui est à la merci des politiques. Mais il va falloir quand même arriver à un moment que nous puissions cesser de déposer nos armes politiques et penser au développement. Nous avons dans ce pays des programmes économiques, des fonds qui viennent, des fonds d'investissement qui viennent dans ce pays, qui ne sont pas utilisés et qui sont retournés. Et je me souviens, j'avais donné l'exemple du projet PENPE, de l'agriculture, où de l'argent est venu, il n'y a pas de programme mis en œuvre, et en 2020, je suis certain qu'il y a une bonne partie qui va retourner. Sinon, il va rester peut-être 6 mois, nous allons commencer à utiliser cette somme d'une manière non effective, et après, la plupart de ces choses reviennent en tant que dette sur la génération à venir. Donc je pense qu'on a tellement fait de lutte politique et qu'il faudrait maintenant assainir le développement. Je suis certain, je suis conscient que la politique donne place à une bonne économie. Mais si nous avons nos combats tournés uniquement vers la politique, nous aurons toujours le même problème que nous avons. C'est-à-dire les deux camps qui vont se maintenir sans tenir compte de la situation économique très misérable que traverse notre population. Nador, est-ce que vous souhaitez réagir brièvement sur... Oui, vous savez, son analyse est très cartésienne. Mais je constate simplement qu'elle ne peut pas tenir par rapport à notre situation togolaise. C'est ça. J'avoue. Vous savez, quand vous voulez construire une maison, vous êtes obligé de poser d'abord la fondation. C'est ça. Et quand la fondation n'est pas là, ou que vous ne la posez pas très bien, vous dites non, moi, j'ai besoin de me cacher, il faut faire ça comme ça. Demain, vous allez refaire votre maison. Oui, moi, je pense même avant la fondation, il faut avoir l'argent. C'est pour cela que tout ce qu'il dit là est vrai, mais au Togo, ça ne peut pas aller. Je vous assure que si on ne règle pas définitivement le problème togolais, et sur le plan politique, on ne posera pas les bonnes bases pour les meilleurs projets, quelques meilleurs projets qu'on veut faire, qu'on veut dérouler dans ce pays. Vous savez ce qu'on a, ce sur quoi on crie aujourd'hui. On parle de PND. Mais Programme national pour le développement. Alors quand vous le lisez en tant que littérature, il n'y a pas meilleur. Mais est-ce que vous pensez que à la fin, ce projet-là va régler les problèmes des Togolais? Non. Si l'autorité, les dirigeants qui sont là, les politiques qui sont là, comme je l'ai dit tantôt, inscrivent dans leur fonctionnement la capacité, la possibilité de partir pour laisser d'autres venir, vous verrez que les autres vont se sentir concernés. Et l'environnement va changer. Et quand l'environnement va changer, vous verrez que
des gens diront, ah bon, c'est vrai, ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir, hein, ce n'est pas nous qui avons initié ça, hein, mais nous devons contribuer parce que, et puis c'est comme ça que partout où ça marche, c'est de cette façon-là qu'on procède. Est-ce que c'est malheureux ça? Parce que est-ce que c'est pas un écran de fumée que vous soulevez là, le fait de dire que dès qu'il y a alternance, ça va provoquer une bonne gouvernance pour que les choses changent. Dans certains pays, on a vu, il y a eu plusieurs alternances. Non, ce que je dis là, ce n'est pas de l'alternance pour l'alternance. Je dis, ce n'est pas parce que ceux qui sont là aujourd'hui vont partir et seront remplacés par nous qui sommes de l'opposition aujourd'hui, qu'on dira qu'il y a alternance. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Si le CAR a le pouvoir aujourd'hui. Si vous posez le problème de cette façon-là, vous anticipez trop. Oui. Ce que moi je dis, c'est principiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils se débarrassent de la machine qu'ils ont mise en place, non pas pour faire l'intérêt du peuple, mais pour se servir eux-mêmes, ça veut dire que ceux-là, ils n'ont jamais inscrit dans leur façon de fonctionner le changement. Sinon, à l'UNI, par exemple, si la confection ou la machine qui est mise en place accepte cette façon de fonctionner-là, ça veut dire que Fort serait parti, un autre viendrait, et comme celui qui est parti n'est pas celui qui est arrivé, eh bien chacun fonctionnera autrement. Qu'est-ce que vous appelez machine? Oui, tout le système qui maintient le pouvoir et qui fait que le pouvoir est indéboulonnable. Oui, mais ça existe partout. Non, ça existe partout. Vous savez, il y a des pays où vous verrez que des partis politiques sont au pouvoir, ils ont fait 30 ans, 50 ans, etc. Mais ces pays-là se développent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein de la machine, on permet quand même le déplacement des pions de façon à ce que, oui, moi aussi je suis là, l'autre aussi est là, il peut passer, etc. Ça aussi, c'est l'alternance. C'est parce que la machine n'est pas conçue de cette façon-là que on voit la chose de façon unitaire. Alors, ceux qui sont au pouvoir, et mon ami a parlé tout à l'heure de deux camps, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et l'opposition. Non, on ne doit pas voir la chose de façon bipolaire, mais la chose doit être vue de façon plurielle, de façon à ce que, oui, et si l'autre vient, il peut partir, celui-ci aussi peut arriver, etc., etc. Et c'est le problème que nous avons dans notre pays. Voir la chose toujours de deux côtés. Les blancs de l'autre, les noirs de l'autre côté. Non, ça nous fait du tort. Il faut dépasser ça. C'est pour ça que le développement qu'il a fait, je l'accepte, mais il faut que ceux qui nous gouvernent comprennent aussi que c'est eux qui doivent baliser le chemin pour que les bonnes idées qu'eux-mêmes ils portent et que les autres Togolais aussi portent puissent prendre corps et se dérouler. Docteur Ton, votre analyse, votre vision, il me semble, on dit qu'elle est très claire, mais ça me rappelle un reproche qu'on fait à Kant. Kant a les mains pures, mais Kant n'a pas de mains. Justement, vous voyez, des fois, il y a, je dirais, il y a différents niveaux de compréhension des choses et différentes appréhensions. Et je dis toujours qu'en politique, il y a 1001 stratégies, mais la meilleure, c'est celle qui donne la réponse. Je suis d'accord avec mon frère Nado qui disait que il y a un camp qui s'est monopolisé le leadership pour longtemps, et non seulement s'est monopolisé le leadership, mais a un résultat qui ne satisfait pas au fait les aspirations du peuple, les besoins du peuple. Quand je parle des besoins du peuple, est-ce que quelque part, oui, est-ce qu'il existe un pays où les citoyens sont satisfaits? Mais quand on parle de satisfaction, regardez, aujourd'hui au Togo, il y a des simples cliniques privées qui ont des outils, des instruments. Vous allez me dire qu'au Togo, on n'a pas les moyens pour pouvoir donner le minimum à nos CHU. Vous allez me dire qu'à la TVT, aujourd'hui nous sommes à New World TV. Regardez New World TV et regardez la TVT. Mais vous allez me dire, c'est dans le même pays. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents dans un même pays. Donc vous n'allez pas me dire aujourd'hui que dans tout pays c'est comme ça. Il y a des indices sur lesquels nous pouvons nous baser pour dire que ça ne va pas. Quand je vois des milliers de jeunes traîner dans la rue avec leur diplôme, au moment où d'autres se mettent à l'aise, multiplier des contrats et amasser des fonds et sans justification, et soi-disant les responsables des routes et autres là, mais vous n'allez pas me dire que ça se passe dans tous les pays. Oui, mais ça se passe, c'est déséquilibre. Chez vous, enfin, aux États-Unis, là où vous avez beaucoup travaillé, il y a Donald Trump, milliardaire, mais j'ai vu aux États-Unis beaucoup de clochards.
beaucoup de sans-abri. Non, je ne refuse pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est le système qui encourage les jeunes dans chaque pays à pouvoir chercher à aller de l'avant. Aujourd'hui, quand vous déposez 5 jeunes et vous leur demandez l'opportunité de trouver quelque chose à faire au Togo ou bien de voyager sur les États-Unis, 5 sur 5, ils vont vous dire qu'ils vont voyager. À moins qu'ils sont peut-être alliés au régime ou quelque part dedans. Mais ça prouve déjà qu'au Togo, ça ne va pas. Mais ça ne va pas, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de quoi il faut pour faire évoluer les choses. Nous avons un leadership. Bon, quand je parle de leadership, je parle de... je m'excuse parce qu'il a dit de ne pas voir la chose des deux côtés, mais je parle du régime qui est en place et de son opposition. Ça constitue maintenant un système qui bloque toute l'évolution du pays. Parce que d'un côté, il y a une coalition qui légitimement réclame un pouvoir parce que ça ne va pas, et il y a un pouvoir qui se maintient parce qu'on se dit que le pouvoir se maintient. Moi, je suis même pas d'accord avec les politiciens qui disent que le rôle d'un politique ou bien le rôle d'un régime, c'est de pouvoir aller au pouvoir et maintenir le pouvoir. Non, le pouvoir, c'est un instrument pour une finalité. Aujourd'hui, moi, je me dis, je me lance dans la course de 2020, pas pour avoir un parti qui va vouloir se maintenir parce que nous sommes en politique, non, mais me doter de l'outil dont j'ai besoin pour pouvoir satisfaire ma population. Donc, il faudrait qu'on puisse arriver quelque part à démystifier ce que les Blancs nous enseignent dans leurs écoles en disant école politique. Parce que la politique ou bien le leadership, ce n'est pas une position, c'est une responsabilité. Mais la responsabilité incarne quoi? Qu'est-ce que nous portons comme espoir pour notre jeunesse? Est-ce que mobiliser nos frères, rentrer dans aller dans la rue pour leur dire allons conquérir le pouvoir, est-ce que c'est la solution? Peut-être oui, peut-être non. Mais depuis 30 ans, il y a le résultat devant nous. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle vision. Une vision qui met au centre le réel besoin de notre peuple. Une vision qui reconnaît que dans le CAR, il y a des gens compétents. Dans le parti PNP, il y a des gens compétents. Dans le régime UNIR, il y a des gens compétents. Rassemblons-nous autour de ces idéaux qui parlent des conditions de nos jeunes. Le pays, c'est pour la jeunesse. Il faut construire des opportunités. Il faut construire des emplois. Il faut créer des emplois. Il faut que le pays puisse jouir des fruits de ce que regorge. L'analyse est pertinente et personne ne peut s'inscrire contre. Mais ce que je dis, c'est que, vous savez, c'est vrai, vous avez eu la chance d'aller regarder ailleurs et vous savez comment ça se passe. Ça. Oui, mais ce que nous vivons ici, là, les États-Unis l'ont vécu au départ, au commencement de leur processus. Mais à un moment donné, les gens se sont dit, mais comment? Est-ce que si nous faisons comme ça, là, est-ce que nous serons forts un jour? Et c'est ce moment donné qui est venu. Vous voyez, une nouvelle vision. Et à un moment donné, ils ont dit non, c'est pas comme ça. Je donne simplement un petit exemple pour les 3 premiers pères fondateurs des États-Unis. Okay. Mais quand ils élaboraient, ils construisaient les États-Unis à un moment donné, comme nous sommes 3 là autour du plateau, à la fin, mais chacun commençait par envier le poste qui est créé. Moi, si je vais prendre le petit. Ils se sont assis un jour, l'aîné a appelé pour dire non, mais vous comprenez, les 3 premiers présidents des États-Unis, bon, mais nous avons construit le pays ensemble, mais maintenant il s'agit de trouver un pour le gérer. Mais j'ai le sentiment que vous voulez le faire, y compris moi-même. Bon, comment on fait? Donc, moi, je suis l'aîné, vous savez, on va prier pour que l'aîné ne parte pas, ou bien que le jeune ne parte pas plutôt que l'aîné. Bon, moi, je vais faire un mandat. Toi aussi, l'autre va prendre à faire un mandat, le dernier. Puis nous tous, nous allons faire un mandat. Puis après, bon, voilà. Les 3, ils ont fait comme ça. Et parce que ce principe-là est accepté, personne n'a envié l'autre. Personne n'a glissé de peau de banane sous les pieds de l'autre. Et ils ont posé les bonnes bases des États-Unis. Maintenant, la compétition est libre aux États-Unis. Vous prenez un Donald Trump qui est arrivé. Celui-là, si les États-Unis n'avaient pas ce que Barack Obama appelait un État fort, mais si les outils du pouvoir, les institutions fortes plutôt, si les institutions américaines n'étaient pas fortes, il n'y avait pas de garde-fou. Le bonhomme là, ce qu'il allait faire aux États-Unis. Mais vous voyez, les gens ne sont pas étonnés parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire toutes les comédies possibles, leur État sera là. Ça va bien fonctionner. C'est ce que moi je dis.
Je suis d'accord. Togo ici. Et ce moment-là, c'est quand? Non, ce moment, c'est ici et maintenant. Vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que quand vous parlez de développement, tout ça, là, je dis que c'est bon. Mais si on ne pose pas, on ne balise pas le chemin de cette façon-là, oui, nous allons courir développement, puis après, nous allons revenir pour dire que si on avait su, on aurait pu. Et c'est pour ça que je vous dis que vous développez de bonnes idées, mais pour le moment, le Togo, après les indépendants, n'a pas encore de fondation. Okay. La fondation réfléchit sur comment nous allons construire cette fondation et quel niveau nous voulons mettre là-dessus. Voilà. C'est pour ça que quand des gens parlent de 27e dialogue de ceci, je dis non. Il faut que les acteurs politiques togolais, ceux qui veulent que le Togo de demain soit autre chose que celui que nous connaissons aujourd'hui, aient le courage de s'asseoir et chacun apporte son imagination, sa façon de comment il voit le Togo demain et sur quel socle il veut que le Togo se repose. Si on ne le fait pas, eh bien, je vous assure que notre pays, là, il ira de mal en pis. Oui, ben, l'introduction devient intéressante. On va prendre encore 2 minutes pour revenir à votre sujet. Parce que j'ai une question pour M. Nador. Vous qui parlez de la nécessité d'être ensemble pour construire le pays. Si je prends l'opposition, quand vous avez tant de mal à vous mettre ensemble, je parle de la coalition, je parle du CAR, est-ce que ce n'est pas une utopie de penser que vous pouvez faire corps avec l'autre côté uni pour gouverner ce pays? Le problème n'est pas ailleurs. Non, le problème n'est pas ailleurs. Moi, vous voyez, il y a un mécanisme, une façon de fonctionner. Cela suppose quoi? En logique, on dit qu'il faut poser les prémices. Si vous ne posez pas les prémices, vous ne pouvez jamais déduire des conclusions. Oui. Le Haut-Togo, c'est les prémices là que nous avons de la peine à poser. Mais pourquoi au sein de l'opposition, justement, vous ne posez pas ces prémices pour éviter? Oui, moi je le dis souvent, et ça n'engage que moi. Moi, ce que je vais dire là n'engage que moi, Nador. Je dis que les premiers acteurs politiques que nous avons connus au Togo sont arrivés à la politique par accident. En tout cas, beaucoup d'entre eux. Mais les acteurs politiques que nous aurons demain vont être différents. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés civiles maintenant qui forment les jeunes à la notion de la politique. C'est aussi ça ce que j'appelle prémisse. Ouais. Vous voyez? De façon que quand vous voyez nos petits frères, moi je suis enseignant de profession, tous ceux qui sont passés par ma main, de philosophie, quand je les vois aujourd'hui, ils sont sortis docteurs, ceci, vous engagez des débats, mais vous dites, mais vous avez d'abord une satisfaction de cœur personnelle, mais vous devinez déjà demain ce que la politique sera. Parce que les gens ont dit démocratie, tous ils sont rentrés dedans, ils disent il suffit de crier, de faire ceci, voilà. Et c'est pour ça, par exemple, que mon ami dit que les gens, il y a comme une fixation, un camp qui est là, dit bon, si ce n'est pas ceci, c'est pas. Mais ça aussi, ça évolue. Et c'est pour ça que il faut faire petit à petit évoluer les esprits, les mentalités, de façon que les gens voient la chose de cette façon-là. S'ils la voient de cette façon, je vous assure qu'on pose ces balises, ces prémices-là, le Togo de demain sera un Togo différent. Et ça va permettre à ce que des gens inscrivent dans leur façon d'arriver au pouvoir, de gérer le pouvoir, en sachant que je vais partir un jour. Je suis venu pour faire le bonheur de mes concitoyens et je dois partir, l'autre aussi peut venir. Parce que tout nouveau qui arrive veut faire la différence. Oui, mais s'il n'y a jamais du nouveau, l'ancien finalement, ça ennuie. Avant de passer la parole à docteur Ton, il me semble que vous avez dit quelque chose d'intéressant. Est-ce que ce n'est pas parce que, je vous prends sur vos propos personnels, ce n'est pas parce que dans l'opposition, dans la politique, il y a beaucoup d'opposants accidentels ou accidentés, on va dire, que les autres ont du mal à céder le pouvoir, se disant que... Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. L'accepter comme ça, non. Mais si on fait le constat de cette façon, il faut que les acteurs... Il faut que les acteurs... Des accidentés, non, ce n'est pas ça. Moi, ce que j'ai dit aussi souvent, c'est que, vous savez, quand vous êtes un acteur et que vous êtes dans le jeu, des fois, quand on fait de mauvais pas, on ne le sait pas. C'est celui qui est hors du jeu, du champ du jeu, qui vous fait les observations. Mais si vous n'êtes pas courageux pour écouter ce qu'il dit et refaire suivant son conseil, vous n'irez jamais loin. Je donne un exemple tout récent. Nous avons passé la consigne au Togo, en tant que coalition, aux Togolais de ne pas aller se faire inscrire
ensuite de ne pas aller aux élections, etc. etc. Mais aujourd'hui, les législatives, aujourd'hui, nous constatons que nous avons commis une erreur. Mais je constate, tel que nous sommes là, dans notre groupe, que des gens refusent d'accepter que c'est une erreur que nous avions commise. Et que par rapport à ça, si demain nous voulons faire autre chose, il faut faire autrement. Il dit non. Mais si nous éduquons la population comme ça, si nous servons ce discours à la population, mais quand nous-mêmes, demain, nous allons poser des mauvais pas, est-ce que la population sera à même de nous rappeler à l'ordre? Oui, nous gérons pour la population, nous irons dans l'intérêt de la population, mais il faut préparer aussi la population. Nous sommes des hommes. Il peut nous arriver, les sentiments, les passions peuvent à un moment donné prendre le pas sur la raison. Et si nous avons préparé les populations dans ce sens-là, quand la passion va vouloir prendre le pas sur la raison, c'est la population elle-même qui va nous interpeller. Et à ce moment-là, nous allons corriger nos pas parce que nous saurons que nous sommes là pour faire son bonheur et non son malheur. Docteur Tom, Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se complètent dans l'exposé du grand frère Nador. Déjà, quand il dit au début qu'il y a, quand on voit la scène politique, le schéma politique, beaucoup de ces acteurs sont venus à la politique par accident. Et aujourd'hui, nous savons que la plupart de ces leaders politiques sont de ces anciens acteurs. Ça veut dire que ce sont de ces anciens accidentés qui sont dans la politique. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, il donne un signal à la jeunesse pour leur dire que nous sommes des accidentés et nous évoluons d'erreur en erreur. Mais en parenthèse, je félicite au fait tous ces leaders qui ont travaillé, qui nous ont permis quand même, nous, de voir peut-être un peu plus clair à travers le travail qu'ils ont fait. Mais si, déjà, il a dit aussi dans son propos, dans la C14, qu'il y a des gens, même qui refusent de voir qu'il y a certaines erreurs qu'ils ont commises et qu'ils continuent de commettre, ça veut dire qu'il y a un problème que ces accidentés sont en train d'enjoliver. Donc c'est le temps de faire place à une nouvelle vision. Une vision qui donne place à tous les jeunes, sans distinction de parti. Mais ces jeunes aptes à pouvoir apporter leurs expertises pour construire ce pays. Est-ce que c'est parce qu'on est jeune qu'on est bon? Non, mais parce qu'on est bon qu'on est bon. Mais si tu es bon, tu es bon. Mais je suis certain que dans tout pays, il y a des gens illuminés qui sont appelés à gérer les affaires de l'État. Il y a des gens illuminés qui sont là, qui veulent apporter leurs expertises pour pouvoir satisfaire les autres. Et au même moment, à côté de ces gens, il y a d'autres qui veulent profiter du pays, qui veulent se maintenir, qui veulent ne rien partager avec le peuple. Donc voilà, la situation est très claire. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de dire celui-ci a mal fait ou l'autre a bien fait, mais c'est le temps de nous dire que nous avons fait un combat depuis plus de 30 ans qui n'a pas aussi produit d'effets comme le souhaiterait notre population. Mais donnons place à une nouvelle manière de faire, à une nouvelle vision, à un nouveau combat qui n'est plus un combat orienté contre des hommes, mais orienté contre des idéologies. Vous avez parlé de l'exemple des États-Unis. Des États-Unis, depuis sa création, depuis sa démocratie, où vous avez dit naturellement que Donald Trump arrive à gérer les États-Unis. Pourquoi? Parce que les institutions sont fortes. Aujourd'hui, Fonya Singbe, il y a des mains. Fonya Singbe, je m'excuse. Bon, comme c'est toujours le même nom. Bon, aujourd'hui, Fonya Singbe peut gérer les États-Unis sans problème. Pourquoi? Parce que les institutions sont fortes. Donc, il y a maintenant nécessité d'avoir une classe politique qui pense plutôt à changer, à travailler ensemble pour créer ces institutions fortes. Et non celles qui s'orientent toujours, qui savent toujours à s'orienter l'un contre les autres, dire que lui il est tel, l'autre est tel, et ne même pas donner place à cette nouvelle génération. Non, si vous posez le problème de cette façon-là, oui. Non, vous êtes docteur. Ça veut dire que vous avez un niveau de compréhension. Et je suis enseignant aussi comme vous. Voilà. Donc on est collègues. Ce que je dis là, j'ai l'impression que c'est plus ou moins ce que vous voulez dire, mais dans la présentation pose problème. Vous savez, vous êtes enseignant, formateur. Vous avez formé des gens. Et pendant la formation, vous leur dites, voilà comment ça doit fonctionner. Et si ça fonctionne comme ça, eh bien, vous allez aller loin. Eh bien, voilà. On engage ces gens-là. Et puis ils sont là. Ils ne font pas comme on leur a enseigné.
comme on leur a appris. Non, c'est parce que alors, ça veut dire quoi? Cette formation, ça veut dire que à un moment donné, les gens croient que quand on est... C'est pourquoi j'ai parlé au départ de la machine. La machine est conçue de façon que quand tu arrives là-dedans, tu ne fais pas comme on doit faire, mais tu dois faire comme la machine fait. Et ça, là, ça ne peut pas servir la population. Et si vous voulez garder cette base-là, cet instrument-là, pour faire le développement, vous ne réussirez jamais. Ça, je suis parfaitement d'accord. On peut voir la chose, quand on voit la chose de cette façon-là, on va croire que c'est une question de changement d'homme. Il faut changer les hommes, ils sont trop vieux, ils ont trop duré, etc. Quand les jeunes vont arriver, ça va marcher. Non. Moi, je me rappelle, dans les années 90, jusqu'à la conférence nationale, Agboibo disait quelque chose. Il dit, ce que nous voulons faire là, ce n'est pas Eyadema qui est le problème. C'est le système qui porte Eyadema qui est le problème. Donc, quand le système, on va le décomposer, si Eyadema doit tomber, il va tomber aisément. Voilà. Des gens disent non, c'est Eyadema qui est le problème. Si Eyadema part, c'est fini. Tout va s'écrouler. Eyadema est mort de sa propre mort. Mais du fond de sa tombe, il a imposé son fils. Mais Ouad, de son vivant, n'a pas pu, avec tous les diplômes dont il est bardé, il n'a pas pu imposer son fils au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système sénégalais est différent du système togolais. Vous comprenez? Et c'est pour ça que aujourd'hui, même s'il faut pas et qu'on met quelqu'un, on ne détruit pas le système, la personne se comportera comme force se comporte. Et dans ce pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système ne peut pas permettre le développement. Alors, travaillons... Vous appelez machine ou système, on peut l'appeler simplement régime politique. Oui, le régime est bâti de façon... un régime, c'est un régime. Il n'y a pas et justement, sur ce point, la question que je me pose, c'est que qui sont les bâtisseurs de ce système? Et d'ailleurs, les bâtisseurs, c'est tout le système dont je parle. De ces bâtisseurs-là de ce système. C'est un système qui s'est renforcé sur lui au moment où on dit, par exemple, on revoit toutes les forces armées comme des ennemis du peuple. Au moment où on voit tous les ministres comme les malfaiteurs de ce pays. On voit tous les gens de ce régime comme des gens qui n'ont pas de cœur pour ce pays. Au moment où le régime en soi voit tous les opposants comme certains qui sont en train de le poursuivre. Comment on peut arriver à détruire ça? Voilà, c'est à ce niveau qu'il faut faire évoluer les esprits. Justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous réfléchissez en termes de reconfection de la machine, vous n'allez pas viser les hommes. C'est ça. Vous voyez, non? Et c'est parce qu'on n'a pas encore inscrit cela dans nos consciences. On parle de machine, on parle de système, je ne sais à quoi on fait. Non, vous avez, il a évoqué tout à l'heure le corps, les militaires, ceci, etc. Vous voyez, non? Le Togolais aujourd'hui fonctionne comme ça. On ne voit pas l'armée comme une institution, mais on voit l'armée comme un militaire. L'homme qui est militaire, là, non. Voilà. Mais si on sait que il n'est qu'un mécanisme de tout le système, lui peut partir, on peut mettre un autre élément et la machine peut fonctionner. Lui-même, si on lui demande de faire quelque chose, il dit non, je ne le ferai pas. Ouais, et c'est ça. Et comme il le dit au niveau de l'opposition, si des gens croient par exemple que nos aînés qui ont commencé et que nous avons suivi, ils ont fait ceci, ils n'ont qu'à pas. Vous savez, hein? Je ne dis pas que si on réfléchit en termes d'hommes, on peut leur dire quittez. Et on arrive. Maintenant, on va fonctionner comment? Mais monsieur Nador, au cas, est-ce qu'il n'existe pas une machine? Est-ce que vous n'avez pas un système? Oui, mais nous avons conçu un système qui permet à tout le monde de fonctionner de façon à ce qu'on sache qu'un jour je dois partir, d'autres doivent arriver. Voilà. C'est sûr? Oui, naturellement. Et tout le parcours du temps, c'est sûr, parce que quelqu'un était parti, quelqu'un était revenu. Et ça, il ne faut pas l'exclure. Vous savez, si dans une constitution, par exemple, il est dit que si vous partez, vous pouvez revenir. Mais c'est normal. L'autre part, quelqu'un d'autre vient. Si vous êtes encore capable de revenir, vous revenez. Voilà. C'est ça. Et si on l'inscrit dans la conscience collective, dans le mécanisme de fonctionnement qu'on bâtit, c'est normal.
Alors, je suis pleinement d'accord, mais ce que je voudrais dire d'abord, même au niveau de nos oppositions, nous n'allons pas dire aujourd'hui que bon, la nouvelle génération doit simplement mettre de côté tous ces anciens, parce que faisant cela, ça c'est équivalent à un combat d'hommes. Il y a des choses que des gens ont dit, les anciens opposants ont dit, qui n'ont pas été écoutés, mais qui sont de réelles idées qui peuvent faire évoluer ce pays. Je me rappelle de certains exemples au niveau du CAR, c'est dans la fouille du fondement de la politique, où il y avait des propositions qui ont été marginalisées. Donc aujourd'hui, quand on parle de changement, ce n'est pas naturellement changement d'homme qui est le problème, c'est que le système ou la machine, ou bien quel que soit le mot que vous lui donnez, ou bien le régime qui est en place. Et ce système qui ne peut fonctionner que lorsqu'il y a le régime et son opposition. Quand ce système, depuis 30 ans, ne produit rien, il est temps. Donc aujourd'hui, nous ne jugeons pas nos aînés des gens qui ne sont plus capables, mais ils ont fait de leur mieux. Seulement que leur mieux là n'arrive pas à satisfaire ces milliers de jeunes. Vous avez parfaitement raison par rapport à ce que vous avez dit. Ça veut dire quoi? Vous permettez, Gilles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parlais tout à l'heure d'hommes. Si nous ne voyons plus les choses en termes d'hommes, ça va. Alors, vous faites une bonne proposition. Tout à l'heure, je vous ai apprécié par rapport aux idées que vous avez avancées. Cela ne veut pas dire que je m'efface ou que moi, je ne peux pas produire de bonnes idées. Ça, non. Justement. Mais si on réfléchit en termes de machine, en termes de bon fonctionnement de machine, du système, du régime, pour que ça profite à tout le monde, quel que soit l'individu qui va faire la proposition, si la proposition est bonne, on va l'accepter. Mais si on réfléchit en termes d'homme, on va dire, oh, même si c'est bon, si c'est celui-là, si c'est de celui-là qui vient, on ne va pas l'accepter. Voilà. Justement, ce problème. Voilà, si ce que vous dites, hein, si je le comprends bien, ça veut dire que ce qui s'est passé le 20 décembre, avec les législatives boycottées par un camp de l'opposition, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Togo, si je m'inscris dans votre vision. Ça oui, justement. Nous avons fait une sortie médiatique où nous avons prouvé que la relation rigidement tendue entre les deux, quand elle est arrivée à un niveau où on dit en Mina, est quadri, où ce n'est plus possible d'avoir confiance d'un camp à l'autre. Donc, si nous sommes arrivés à ce point, il faut que les deux équipes, les deux camps s'effacent. Maintenant, pour que les deux camps s'effacent, il faut que le plus faible s'efface premièrement. Donc pour nous aujourd'hui, nous nous réjouissons que le Togo avance à grands pas. Pourquoi? Parce que voilà une ancienne... utiliser le mot opposition là même, je ne l'aime pas. C'est-à-dire un camp qui se radicalise certainement contre des hommes est en train de se passer. Il y a de bonnes personnes parmi eux, il y a de bonnes idées parmi eux. Mais et si ça s'efface, ça donne place maintenant à l'autre régime de pouvoir trouver place et de partir. Aujourd'hui, je félicite l'article 75, même si il y a des choses à revoir. Si le premier camp n'était pas parti, je doute fort qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on parlera de la révision du statut d'un ancien président. Ce sont des signes forts qui, à notre niveau, nous prouvent que le Togo décolle et que très bientôt, les Togolais seront joyeux d'être Togolais. D'être Togolais ne veut pas dire qu'ils seront joyeux parce que Kofi va partir, comme là va prendre, mais seront joyeux parce qu'il y aura un autre engouement politique, un autre engouement économique où tout le monde aura place dans le concert de toutes les nations, où ces Togolais de la diaspora auront l'opportunité de revenir investir. Ces agriculteurs auront des machines pour pouvoir produire en quantité et beaucoup de choses vont évoluer. Et chacun de nous qui a une profession donnée peut vivre, rêver et réaliser ses rêves dans ce même Togo. Donc voilà ce que nous avons comme signaux qui nous indiquent que l'espoir du Togolais ne doit pas être perdu et que nous faisons beaucoup d'avancées politiques à travers ce qui se fait et qu'il y a une grâce qui a été accordée au Togo. Alors, vous avez été alors le bélier sacrificiel, hein? Non, mais vous savez... Le bélier sacrificiel. Non, ce qu'il dit a une part de vérité, mais pris sous cet angle-là, je ne sais pas si ça peut véritablement produire le choc que ça devrait produire. Oui, vous savez, nous, au cas, nous avions proposé la nécessité d'élaborer un statut pour les anciens présidents. Ça ne date pas d'aujourd'hui pour nous, au cas. Mais les gens n'étaient pas d'accord. Les gens, c'est qui les gens? Nos collègues de l'opposition n'étaient pas d'accord. Et c'est pour ça que ça n'a pas pu passer. Parce que des gens voyaient toujours
réfléchissez toujours en termes d'hommes. Si on fait ça, c'est pour celui-là qu'on va le faire. Et c'est lui qui va en bénéficier. Non. Mais si on était plutôt en termes de construction, on va dire, mais même si lui bénéficie, moi aussi je peux en bénéficier demain, etc., etc., on accepterait plus facilement la chose. De ce point de vue-là, je peux dire, bon, c'est un pas, si on peut le considérer comme... Mais, vous savez, tout ce qui en politique n'est pas fait de façon consensuelle ne dure pas. Pourquoi? Parce que, quel que soit ce que vous mettez en place pour être là, un jour vous allez partir. Et ceux qui vont arriver, ils vont balayer ça. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et c'est pour ça que pour que ça dure, il faut bâtir de façon consensuelle. Et je répète encore que c'est ce que les gens ont fait aux États-Unis. Ouais, on va marquer une pause parce que je voulais. Il y a une petite portion là que je voulais. C'est-à-dire quand on parle par exemple de, il y aura une équipe et quand les autres vont balayer. Et il y a aussi un concept problème de communication. C'est ça, parce que il faut assurer la continuité de l'État. Exactement. On va marquer cette pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour parler justement des élections locales, recensement local, les réformes. Est-ce que ces réformes auront des incidences sur la présidentielle de 2020? Ce sera le contenu de la seconde partie de cette émission. À tout de suite.